Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des anniversaires qu'on voudrait ne pas commémorer. Donc le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl explose. Alors ce soir, pour nous en parler, nous avons invité Corinne Lepage. Alors Corinne Lepage est avocate depuis 1975. Et on va dire qu'elle est tombée dans la marmite de l'écologie, on va dire, très tôt, puisqu'en 1977, elle a commencé par défendre les habitants de Flamanville qui rejetaient l'implantation de la centrale nucléaire qui s'y est installée. En 1978, elle a défendu les sinistrés de l'Amoco-Cadiz. Donc vous voyez que déjà, on va dire, la marque écologiste était déjà bien implantée. Alors, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de sa carrière, parce qu'elle, malheureusement, elle va nous quitter vers 20h30, donc je ne vais pas vous monopoliser trop longtemps la parole. Sachez qu'elle a été, bon, vous le savez, elle a été ministre donc, de l'Environnement, dans le gouvernement Juppé de 1995 à 1997. Elle a été également députée européenne entre 2009 et 2014. Et elle est actuellement donc présidente du parti CAP 21. Qui s'est réunifié avec le Rassemblement citoyen. Voilà. C'est une fusion de deux partis politiques. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, mais je ne vais pas tous les citer, ça n'a aucun intérêt. Je vais me focaliser sur le thème de ce soir. Donc, La vérité sur le nucléaire, qui est paru aux éditions Albin Michel en 2011. L'État nucléaire, paru chez le même auteur en 2014. Et la dernière publication en date, Séquence Pub, l'Atlas mondial du nucléaire, donc, qui est paru donc, en 2015, l'an dernier. Alors, je le disais en introduction, le 26 avril 1986, à Tchernobyl, le réacteur numéro 4 explose. Cet événement intervient dans un contexte assez particulier, puisque l'année d'avant, c'était du temps de l'Union soviétique, hein, l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique, et à la tête de l'Union soviétique est arrivé au pouvoir en 1985, pour une fois un vieillard qui n'était pas trop décati, qui était Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev introduit très tôt deux mots, glasnost et perestroïka, transparence, et c'est vrai que pour une fois, l'Union soviétique, qui était très fermée, a assez rapidement communiqué sur le sujet de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et c'était quelque chose de relativement nouveau au niveau des Occidentaux. Et le paradoxe, c'est que autant l'Union soviétique a communiqué aussi assez rapidement, mais par contre, dans un État situé à l'extrémité de l'Europe, qu'on connaît bien, eh ben, on ne peut pas dire que la transparence ait été la règle. Mais pour vous en parler beaucoup plus avant que moi, je passe immédiatement la parole à Corinne Lepage. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce moment partagé donc, sur ce sujet qui est de nouveau dans l'actualité, si je puis dire, indépendamment de ce triste souvenir de Tchernobyl, le nucléaire. Alors, Tchernobyl est incontestablement un événement qui a marqué l'histoire. Il a d'abord marqué l'histoire de l'Union soviétique, parce que s'il n'explique pas la chute du mur de Berlin, il y a quand même largement contribué. Et le président Gorbatchev lui-même a souligné à plusieurs reprises les erreurs massives qui avaient été commises pour arriver à cette situation. Donc c'était au cours, ça s'est passé au cours d'une opération qui a été menée dans des conditions absolument incroyables par des gens qui étaient très sûrs d'eux, qui pensaient maîtriser tout, avoir tout en main, et ils n'ont maîtrisé rien du tout. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu l'appel à ce qu'on a appelé les liquidateurs, c'est-à-dire en fait des martyrs, des héros et des martyrs, auxquels on a d'abord demandé de lancer des sacs de sable au-dessus du réacteur, ce qu'ils ont fait. Et tous les liquidateurs des premiers jours sont morts assez rapidement parce qu'ils ont pris des doses absolument colossales.
puis l'opération dite des liquidateurs s'est poursuivie pendant des années, parce qu'on a construit un sarcophage autour de cette centrale, donc dans les années qui ont immédiatement suivi, de manière à essayer d'emprisonner la radioactivité et aussi pour éviter les poussières qui étaient extrêmement nombreuses. Je suis allée à Tchernobyl il y a maintenant, c'était pour, entre guillemets, l'anniversaire de 2011, c'est-à-dire les 25 ans, où l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait organisé une grande conférence à Kiev. Et donc derrière, je suis allée à Tchernobyl, où je n'étais jamais allée. Et ce sarcophage, il est toujours là, il est dans un état épouvantable, c'est très très rouillé. Il y a une radioactivité relativement importante qui se dégage encore. Il faut savoir que 3500 personnes travaillent sur ce site et qu'on est en train de construire un nouveau, je ne sais pas s'il faut l'appeler sarcophage, mais enfin un bâtiment. Comme c'est une zone sismique et que le sol est totalement détrempé, il est hors de question de faire des fondations. Donc on a imaginé un système qui est sur rail. C'est-à-dire qu'on a créé 2 rails de chaque côté de l'ancien sarcophage, de manière à pouvoir y glisser la construction quand elle serait achevée. C'est un coût absolument énorme, puisque aujourd'hui on est à une dépense de l'ordre de 1,5 milliard d'euros pour quelque chose qui au départ devait coûter 600 ou 700 millions. C'est vous et moi qui payons, je vous rassure, très largement, pas tout, mais une bonne partie, puisque l'Europe paye beaucoup pour cet ouvrage, qui ne résout pas du tout les problèmes, puisqu'il y a encore le combustible qui se balade, on ne sait pas trop où, quoi. Et que personne ne peut aller le chercher, vu les niveaux de radioactivité qui sont atteints. Donc aujourd'hui, tout autour de la centrale, il y a une zone interdite de 60 km de diamètre, mais ce n'est pas pour autant qu'au-delà de la zone interdite, tout va bien. J'ai pu obtenir quelques subsides du Parlement, enfin de l'Union européenne, pour financer, à côté de Tchernobyl, dans la zone où on peut vivre, si je puis dire, qui s'appelle Ivankov, qui est le premier district après Tchernobyl. Donc c'est un district, donc un canton, si vous voulez, 25 000 personnes vivent là. Et les gosses d'aujourd'hui, donc qui sont des enfants, c'est une cohorte qui est née entre 1980, les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, ils sont nés en 1990, 98. Ouais. Donc c'est les gens nés entre 1998 et aujourd'hui. Et bien ces gens-là, il y en a 80% ou 85% qui sont victimes de Tchernobyl, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans un univers totalement contaminé et qui mangent contaminé. Et donc j'ai obtenu du Parlement européen qu'on finance, enfin de l'Union européenne, qu'on finance un dispensaire qui est réservé aux femmes enceintes et aux jeunes mamans, dans lequel on leur assure une nourriture saine pendant leur grossesse et pendant les 6 premiers mois d'allaitement du bébé, de telle sorte qu'on espère que toutes ces conséquences que l'on voit sur les enfants, au moins n'apparaîtront pas chez ces enfants-là. Donc ça, c'est ce que j'ai vu en 2012, et j'y suis en 2011, et j'y suis retournée en 2013 pour inaugurer cette opération. Voilà, et donc vous avez ce district avec un taux de chômage de 65 ou 70%, tout simplement parce que c'est des zones agricoles, il y a beaucoup de forêts, donc les gens vivaient de l'agriculture et de la forêt, ils peuvent plus vendre leurs produits, mais par contre ils sont obligés de les consommer, il faut bien manger. Voilà, ça c'est la situation 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Lors de cette conférence dont je vous ai parlé il y a un instant, qui s'est tenue à Kiev, l'Ukraine, puisque c'est en Ukraine aujourd'hui, ce qui doit nous faire réfléchir quand on sait qu'aujourd'hui l'Ukraine consacre 10% de son budget aux conséquences de Tchernobyl. Donc quand on voit la situation actuelle de l'Ukraine et tout ce qui s'y passe, imaginez les conséquences que ça a localement. Donc on nous a remis des cartes qui étaient extrêmement intéressantes sur l'évolution de la radioactivité.
Et en 2011, puisque ces cartes datent de 2011, le iode 131 avait largement baissé. C'est-à-dire que ce que l'on appelle une période, c'est-à-dire la réduction de 50% de la radioactivité, donc la période de l'iode 131, c'est 21 ans. Donc effectivement, l'iode 131 avait beaucoup baissé, le césium aussi, mais par contre, il y avait encore beaucoup de strontium, du plutonium, et loin de s'être réduit, ces zones avaient plutôt augmenté en termes de territoire, probablement lié à la pollution des eaux et à la pollution des sols, avec des ruissellements qui ont fait que le niveau de radioactivité est toujours aussi important là où il l'était, mais que ça a contaminé quelques zones supplémentaires. Voilà, ça c'est donc situation 2011. Alors, cette affaire de Tchernobyl, je le disais il y a un instant, a été évidemment pour l'Union soviétique quelque chose de très important, mais ça a été quelque chose de très important pour tout le monde nucléaire. Parce que, jusque-là, mis à part Three Mile Islands, qui n'avait pas eu de conséquences réelles sur l'environnement, le monde n'avait eu connaissance d'aucun accident nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas eu, car il y en avait déjà eu en URSS, sauf qu'on ne le savait pas. Il y en a eu un très grave à Mayak en 1957, sauf que c'est passé totalement à la trappe, sauf évidemment pour les gens qui habitaient à côté, naturellement. Et il doit y avoir un événement dans les semaines qui viennent autour de Mayak, justement, dont c'est le 50e anniversaire, par contre. Parce que c'était 57, donc ce sera l'année prochaine. 60e, excusez-moi, je suis fâchée avec les chiffres ce soir. C'est parce que je me rajeunis. Voilà. Donc, ça a été un événement très important dans le monde nucléaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'URSS a communiqué. Je dirais qu'elle n'avait pas trop le choix, hein, parce que la Finlande a tout de suite fait état d'une augmentation de la radioactivité quand c'est arrivé chez elle. Bon. Et dans ce que dit le président Gorbatchev, c'est que lui, il a été informé relativement tardivement de ce qui se passait, tout simplement parce que le lobby nucléaire russe, pour appeler un chat, ne lui a pas dit la vérité. J'ouvre une parenthèse. Je suis allée en 1996 comme ministre de l'Environnement à Moscou. J'ai accompagné Alain Juppé, qui, lui, a continué son voyage, et moi, je suis restée 24 heures de plus à Moscou pour rencontrer le monde nucléaire russe, enfin soviétique de l'époque. C'était un spectacle. Je dirais que les personnes qui étaient les détenteurs du pouvoir nucléaire à l'époque, je dirais qu'on aurait presque pu en faire de chacun une caricature. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes qui étaient des armoires à glace colossales, complètement fermées, vraiment des caricatures. Ça m'a laissé une impression absolument incroyable. Bon, vous discutez de rien avec eux de toute façon. Voilà, ça c'était donc en 96, pourtant c'était après la chute du mur de Berlin. Mais il restait encore un pouvoir très fort de ce côté-là. Donc, conséquences importantes en Europe et réactions très diverses en Europe. Et là, je peux vous raconter des choses, des anecdotes très personnelles, parce que il se trouve que je les ai vécues et que j'ai vu donc de très près la manière dont ça s'est passé chez nous et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, chez nous, il ne s'est rien passé au départ. Il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication disant aux Français, il n'y a pas de radioactivité au-dessus de la France. Alors, Pierre Pellegrin n'a jamais dit tout à fait que le nuage s'était rajouté à la frontière, mais il est tout à fait clair que les cartes qui ont été présentées aux Français, le discours qui a été présenté aux Français était celui-là. Il n'y a rien chez nous. Circuler, il n'y a rien à voir. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais l'avocate de l'État tsar qui se battait contre la centrale nucléaire de Cattenom. Et mon mari, Christian Huguelot, était l'avocat de la ville d'Amsterdam et de la province de la Hollande qui se battait
contre la pollution du Rhin par les mines de potasse d'Alsace qui foutaient du sel à tire-larigot, ce qui fait que toutes les canalisations hollandaises étaient fichues en l'air. Et je me retrouve le 29 avril peut-être, puisque ça s'est passé le 26, donc ça devait être 3-4 jours plus tard, juste avant le 1er mai. À Saarbrück, chez Jolainen, qui était ministre de l'Environnement de la Sarre. J'avais rendez-vous avec lui et je suis arrivée, et il me dit, écoutez, je suis vraiment désolée, j'ai d'autres chats à fouetter, globalement. Et je lui dis, mais vous faites quoi? Il me dit, on se prépare pour s'adapter à le nuage de radioactivité qui va nous arriver dans la figure. Moi, à l'époque, mes enfants étaient petits, j'avais un petit garçon qui avait 2 ans, donc je lui dis, vous faites quoi? Ça avait un côté un peu égoïste, si vous voulez, mais on fait quoi? Il me dit, écoutez, c'est très simple, pas de bac à sable, pas de promenade, pas de salade, pas de lait frais, pas de fraises, pas de... etc. J'ai fait, à l'époque, je n'avais aucune fonction publique, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé toutes les jeunes femmes que je pouvais connaître de mon environnement en leur disant, vous faites ça et autour de vous, vous le dites. Et puis je prends mon avion et je pars rejoindre Christian à Amsterdam. J'arrive à Amsterdam, il pleuvait. Et on vient me chercher à Amsterdam avec un immense parapluie, de la taille d'un parasol. Et bêtement, je dis aux gens qui viennent me chercher, dites donc, vous avez des parapluies curieux aux Pays-Bas. Et ils me répondent, mais madame, nous voulons vous protéger de la pluie radioactive. Alors déjà, vous voyez, c'était un autre discours. Donc c'était en train d'arriver, ça devait être le 30 avril, je pense, quelque chose comme ça. Et donc j'ai été retrouvée, alors pour vous donner une idée de la différence de comportement, la grande place d'Amsterdam, peut-être certains d'entre vous la connaissent, avait été remplie de cabines téléphoniques dans lesquelles les gens pouvaient venir téléphoner gratuitement, ou qu'ils habitent en Hollande, pour savoir quel était le niveau de la radioactivité et quelles étaient les mesures à prendre. Et donc je demande à mes interlocuteurs, donc, qui géraient le service des eaux, de me donner les niveaux de radioactivité dans le Rhin, dans la Meuse, qui, comme chacun sait, coule quand même un peu chez nous. Et je leur ai demandé de me donner les niveaux à la frontière, sachant qu'il ne devait pas y avoir une très grande différence, à quelques dizaines ou centaines de mètres près. Et il y avait une augmentation de l'ordre de 1000, au moins 1000 à 10 000 de radioactivité à ce moment-là dans les flammes. Et donc avec Christian, nous rentrons à Paris, on passe le 1er mai, et le 2 mai, on prend notre téléphone et on fait la tournée des popotes. C'est-à-dire qu'on appelle les journalistes qu'on connaissait, pour leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Réponse, vous êtes des antinucléaires primaires, vous racontez n'importe quoi, vous êtes emballés par votre idéologie. Et, franchement, j'avais aucune idéologie là-dedans. C'est pas sérieux. Et tous les journaux, même les journaux les plus sérieux, je pense au Monde, par exemple, je me suis fait royalement envoyer sur les roses par Roger Kans, qui était à l'époque le journaliste vedette de l'environnement au Monde. Et puis, comme je suis quelqu'un un peu têtu, je continue. Et finalement, je trouve une jeune journaliste que vous connaissez, qui s'appelle Corinne Lalo, qui me dit « Moi, je marche ». Et donc, elle part à Saarbrück et elle fait un reportage qui passe le vendredi soir à TF1, qui était à l'époque la grande chaîne de télévision, avec 2 salades, une salade dans chaque main, un compteur Gégère. Elle pose le compteur Gégère sur l'un, elle le pose sur l'autre, il y avait évidemment le même niveau, un pied en France, un pied en Allemagne, et elle pose la question qui fâche, pourquoi là on mange et là on ne mange pas? Et c'était la veille de la fameuse émission qui a tout déclenché, où Pierre Pellerin a été opposé à Monique Séné, au journal de la 2, je crois, et où il a bien été obligé de reconnaître que le nuage était bien passé sur la France. Donc c'est quelque chose qui a été un événement très marquant pour tous les Français, cette histoire-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur avait raconté n'importe quoi. Et on leur a raconté n'importe quoi. Lorsque, 10 ans plus tard, j'ai rendu public les mesures qu'avait fait l'IPSN, à l'époque c'était pas l'IRSN, mais l'IPSN, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, sur les niveaux de radioactivité en France, c'est la première fois que c'était rendu public sur toute la France, eh bien, il y avait des niveaux dans certaines zones montagneuses, je pense notamment à la vallée des Merveilles,
certains connaissent peut-être, qui est au-dessus de Nice, qui était presque comparable à ce qu'on pouvait trouver en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu interdire complètement aux gens d'y aller et surtout de consommer quoi que ce soit, notamment champignons, baies rouges, etc. etc. Et l'ouest de la France a pratiquement rien eu, ça c'est vrai, mais l'est a été arrosé. Le Jura, le sud-est et la Corse ont été très largement arrosés au moment de Tchernobyl. Et donc, parallèlement, non seulement on a menti, mais nos autorités publiques sont entrées dans une attitude de déni complet. Par exemple, refuser d'interdire certains produits. Je parlais des produits frais. Il y a eu toute une histoire avec les fraises italiennes. Les Italiens avaient interdit les fraises chez eux. Ils nous les importent, nous on les mange. Pas de problème. Il y a un certain nombre de pays qui ont fait des procès à l'Union soviétique pour obtenir des dommages et intérêts. Parce qu'effectivement, problème de vente de produits agricoles, en fait, toute une série de mesures qui avaient coûté de l'argent. Nous, rien. Ça nous a rien, aucun problème. C'est-à-dire que on est entré dans un système de déni qui s'est accompagné d'une lecture de ce qui s'était passé à Tchernobyl. Lecture qui était, c'est pas étonnant, globalement, c'est les soviétiques qui ne savent pas faire. Alors, qu'ils aient fait une ânerie, c'est indéniable. Sauf que l'erreur est humaine et qu'il peut y en avoir d'autres. Mais par contre, au niveau de la manière dont les gens ont été dotés de pastilles d'iode dans des temps relativement rapides, dont ils ont été écartés, si je puis dire, des territoires où il fallait partir. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont parties. Ça a été organisé en l'espace de quelques jours. On ne peut pas dire que les soviétiques aient été totalement nuls. Et j'ajouterais même que pour être allé à Fukushima en 2011, chez des gens donc qui étaient censés être beaucoup plus malins, je peux vous dire que c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire, bon, alors, à la décharge des Japonais, parce qu'il faut être honnête, ils se sont payés le tsunami en même temps que l'accident nucléaire. Donc 20 000 morts au tsunami, une situation apocalyptique un peu partout. Il n'empêche que aux gens de Fukushima, on n'a donné aucune information. La météo n'a pas été capable de dire dans quel sens allaient les vents. Aucune pastille d'iode n'a été distribuée aux gens. Aucune mesure n'a été prise sur le plan de l'alimentation. Et c'était des Japonais. Ce qui veut dire que, là, en vérité, moi c'est mon opinion personnelle, on peut ne pas la partager, hein, mais je pense qu'aucun gouvernement confronté à une affaire de ce genre est en capacité de réagir parfaitement. C'est une telle affaire énorme de devoir évacuer des centaines de milliers de gens. Monsieur Abe, ancien Premier ministre du Japon, dans une interview à Libération de vendredi dernier, donc je vous invite tous à le lire, disait « Nous nous sommes posé la question d'évacuer Tokyo. 50 millions de personnes. Qui peut évacuer 50 millions de personnes? C'est impossible. C'est absolument impossible. Même 1 million de personnes. Comment voulez-vous faire? Les routes sont immédiatement bloquées. Les trains n'y suffisent pas. Matériellement, on fait comment? Bon. En France, actuellement, on est en train de redistribuer des pastilles d'iode. Il est temps, hein, parce qu'on ne l'a pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. On le fait sur 10 km autour des centrales, mais on se fout du monde. Un accident nucléaire, ça ne concerne pas 10 km. Ou si ça concerne 10 km, ça en concerne au moins 50, voire 100. En Belgique, par exemple, les pastilles d'iode vont être distribuées à toute la population. Alors que vu l'état de leur centrale, je comprends. Et enfin, c'est toute la population belge qui va avoir des pastilles d'iode. Bon, les pastilles d'iode, ça sert à quoi? Ça sert à saturer la thyroïde de manière à essayer de ne pas absorber l'iode 131 dont je parlais tout à l'heure. Et c'est notamment très important pour les enfants. Donc, les conséquences en fait de Tchernobyl, elles ont été très importantes
et elles ont vraiment mis en émoi le monde du nucléaire qui s'est défendu. Alors, il s'est défendu par une information du genre de celle qu'on a eue chez nous, par des attitudes de déni, mais aussi par une véritable organisation de l'absence de connaissances sur les effets en termes sanitaires de l'accident de Tchernobyl. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous pouvez lire dans la bouche de certains, c'était la thèse de M. Pellerin, il y a eu 30 morts à Tchernobyl, et d'autres documents disant il y a eu 500 ou 600 000 morts à Tchernobyl, et qu'on n'en sait rien, c'est bien qu'il y a un problème. Ce problème, il vient de ce que les autorités publiques ont organisé la non-connaissance de l'information. C'est-à-dire que ce sont des associations qui ont essayé de faire du recensement, sauf que les associations, elles n'ont pas les moyens des autorités publiques, et de toute façon, ce qu'elles disent est toujours sujet à caution, puisque ce n'est pas contradictoire. Donc les associations, et en plus, vous avez eu la chute de l'Union soviétique, donc le partage de cette affaire-là en 3 pays, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, avec des attitudes relativement différentes. C'est-à-dire que l'Ukraine, qui a la grande chance d'avoir chez elle Tchernobyl, est dans une, je dirais, dans une attitude réaliste à l'égard de Tchernobyl. La Biélorussie a été dans une attitude de déni. C'est pas du tout le même comportement. Et la Russie, elle essaye d'oublier. Comment savoir exactement les conséquences sanitaires de Tchernobyl? Très difficile. Il y a eu probablement entre 600 000 et 800 000 liquidateurs. Le suivi sanitaire de ces liquidateurs n'a pas été systématique. Donc comment vous voulez savoir ce qui s'est passé? Il ne faut pas savoir. Je vous parlais tout à l'heure des gamins d'Ivankov. Bon. Il y a des statistiques qui sont faites, mais c'est indistrict. Il n'y en a pas sur toute la Biélorussie, sur toute l'Ukraine, et il n'y en a pas du tout en Biélorussie. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on vous dise, vous avez des gens qui continuent à vous dire « Ah mais le charbon, ça tue beaucoup plus que le nucléaire ». On ne sait pas, et ça a été organisé pour qu'on ne sache pas. Il faut savoir qu'en 1957, donc c'est très vieux, a été signée une convention entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette convention interdit à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de faire quelque communication que ce soit sur le domaine nucléaire sans avoir l'accord préalable de l'AIEA. Et ça marche toujours. Vous avez à Genève, devant le siège de l'OMS, toutes les semaines, depuis 7 ou 8 ans, des gens qui viennent manifester pour dire c'est pas normal. Toutes les semaines, ils se relaient, pardon. Et il y a des gens qui viennent pour dire c'est pas normal. Et effectivement, c'est pas normal. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de correct sur le suivi de Fukushima ou pas? Alors, je dirais que là, il y a des forces divergentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui essayent de mettre en place des systèmes de suivi, et puis vous avez l'industrie nucléaire qui essaye de faire ce qu'il faut pour que ça ne soit pas possible. Et vous avez au Japon des professeurs pèlerins qui viennent dire aux gens aucun problème, tout va bien. Alors même que les premières études font apparaître des modifications importantes chez des enfants au niveau du comportement de leur thyroïde, ce qui est normal, ça fait 5 ans. C'est à peu près le délai pour que ça commence à arriver. Alors certains disent c'est des résultats atypiques, il ne faut pas les prendre en compte. Mais non, ce n'est pas des résultats atypiques. C'est les premiers résultats probants parce que 5 ans se sont écoulés. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas la même chose 5 ans après que 2 ans après. Voilà, et donc tout ceci pose évidemment quantité de questions sur la manière dont on a tiré les conséquences de Tchernobyl. Alors, je dirais qu'il me semble, et puis ensuite on va ouvrir le débat, je ne vais pas regarder l'heure, mais ça doit être à peu près ça. Il me semble que
sur le plan de la sûreté, Fukushima a eu beaucoup plus de conséquences que Tchernobyl. Peut-être parce que c'était le Japon, donc un pays très industrialisé, avec sur le papier un haut niveau de sécurité. J'ouvre une parenthèse, quand on voit comment s'est comporté TEPCO, on est quand même édifié. Hein. Je ferme ma parenthèse. Et avec quelque chose qui s'est passé, qui est un cumul de risques qui n'avait jamais été imaginé dans aucun scénario de centrale. Et ça a changé la donne parce que, sans entrer dans les détails techniques, il y a deux manières d'appréhender le risque. Il y a le scénario dit déterministe et le scénario dit probabiliste. En Allemagne, on cumule les deux pour faire les calculs des risques. Chez nous, on n'a jamais voulu entendre parler des scénarios probabilistes. On est toujours resté sur les scénarios déterministes. C'est-à-dire, j'ai tel type de risque, voilà ma réponse. Le scénario probabiliste, il part sur un système complètement différent. Il part sur la probabilité d'un risque et d'un cumul de risques. Et donc, Fukushima a obligé à travailler sur du cumul de risques. Sauf que des centrales qui ont été construites il y a 30, 40 ou 50 ans, elles n'ont pas été construites pour ça. Donc vous pouvez faire des améliorations. Bien sûr, tout est toujours perfectible. Sauf que, un, ça coûte très cher, et je pense que dans le débat, on va avoir l'occasion de parler d'argent. Et que, deuxièmement, ça peut ne pas fonctionner. Je prends un exemple au hasard. Fessenheim. Fessenheim s'est construit dans une zone sismique. Ça, personne le nie. Il y a eu, en 1354, le tremblement de terre de Bâle. Ça, personne ne le nie. Et quand on a construit Fessenheim dans les années 70, on avait évalué ce tremblement de terre à 6,2 sur l'échelle de Richter. Et on a pris un coefficient de sécurité de 0,5, ça fait 6,7. Sauf que on a amélioré nos connaissances depuis 50 ans, et on sait que maintenant, c'est pas 6,2, c'était 6,9. Ben, même avec un coefficient de sécurité de 0,5, vous n'êtes pas dedans. Vous n'avez rien changé là-dessus. Faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Bon. Deuxièmement, on a construit, ce qui est une aberration absolue, mais enfin, Fessenheim, au-dessous, pas au-dessus, mais au-dessous du canal du Rhin. 7 mètres en dessous du canal du Rhin. C'est-à-dire que s'il y a une rupture de barrage et une inondation, ben, il y a forcément une inondation. Quand vous êtes 7 mètres en dessous, c'est incontournable. Imaginez les deux. C'est-à-dire un tremblement de terre qui entraîne une rupture de digue et de barrage. Il se passe quoi? Ben, il se passe que la centrale est noyée. Si elle tient debout. C'est encore à démontrer. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut. On ne changera pas le fait qu'on a construit dans une zone sismique et avec un canal du Rhin qui est à 7 mètres au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Donc, il y a des situations qui sont inchangeables. Et à partir du moment où on rentre dans ce type de scénario-là, effectivement, ce n'est pas acceptable. Et donc, on comprend la différence d'appréciation des Allemands et des Français. Parce que les Français, ils ont dans leur tête, ça ne se passera jamais. Les Allemands disent, ah ben, nous, nos règles, elles font que si c'était chez nous, ce serait fermé depuis belle lurette. Voilà. Et donc, c'est en face de ce type de problématique que nous sommes aujourd'hui, dans un monde où on construit encore des centrales nucléaires dans le sud, en Chine, en Inde. En Europe, pas beaucoup. Il y a les 2 réacteurs anglais et le fameux réacteur finlandais. Il y a le finlandais. Ah, pardon? Il y a le PRA finlandais. Oui, c'est ça, finlandais, oui. Le kilotu. Aux États-Unis, il y a des réacteurs en construction sur le papier depuis 25 ans, mais ça n'avance pas. Donc, les 40 ou 50 réacteurs qui sont en construction dans le monde, c'est l'Inde, c'est la Chine, quelques pays du Moyen-Orient. On se demande vraiment ce qu'ils font à vouloir. Alors c'est heureusement qu'en projet, mais franchement, quand vous êtes un pays du Moyen-Orient avec le soleil qu'il y a à vouloir construire une centrale nucléaire, c'est franchement aberrant, tout simplement aberrant. Mais quand vous lisez aujourd'hui ce qui est dit même par le monde du nucléaire sur le nucléaire, on parle d'hiver nucléaire parce qu'effectivement,
la part du nucléaire dans le monde n'a cessé de baisser. Ça avait commencé avant Fukushima. Ça a commencé au tournant du 21e siècle. Et aujourd'hui, la part du nucléaire dans le monde est beaucoup plus faible que la part du renouvelable. Il y a qu'un pays qui ne s'en rend pas compte, ça s'appelle la France. Merci.